Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui dimanche 23 août 2026 et notre cher ami, notre frère Stanislav Krapivnik est avec nous. Bon retour parmi nous, Stas. Merci. Oui, c'est formidable. Enfin, oui. Commençons, Stas, par la dernière interview de Vladimir Poutine, dans laquelle il a dit que l'Ukraine avait elle-même ouvert cette boîte de Pandore. Elle doit donc s'attendre à une réponse visant les secteurs les plus vulnérables de son économie, qui franchement sont déjà à l'agonie. Cela concerne aussi d'ailleurs les produits agricoles, dont les exportations constituent une source majeure de revenus pour l'Ukraine. Comment analysez-vous, selon vous, cette dernière interview de Vladimir Poutine? Elle apporte beaucoup, vous savez, parce que nous savons que beaucoup de gens disent que le gouvernement n'ira pas aussi loin. Mais lui montre peut-être qu'une nouvelle forme d'action se prépare du côté du gouvernement russe. Qu'est-ce que cela signifie quand il parle de la boîte de Pandore? L'Ukraine a commencé cela, et nous allons continuer contre elle. Eh bien, la Russie a riposté en escaladant, et elle a fait de l'Ukraine un pays enclavé en détruisant les 7 ports de l'oblast d'Odessa. Je veux dire, les ports sont très dégradés. Tout ce qui entre ou sort est frappé, quel que soit le pavillon sous lequel ça navigue. Et leurs locomotives sont détruites, y compris par des partisans russes issus de la population locale dans le centre de l'Ukraine. Ce qu'il ne dit pas, en revanche, mais qui devrait inquiéter tous ceux de votre audience européenne, c'est, comment le dire gentiment, vous êtes foutus. Oui, je pense que c'est à peu près la bonne façon de le dire. Parce que l'Europe, enfin l'Europe non russe, l'Union européenne, s'attend cette année à une baisse de 40% des rendements agricoles par rapport à l'an dernier. C'est un niveau de famine. Et l'Ukraine ne pourra pas nourrir l'Europe, parce que c'est là que finirait la majeure partie de ces céréales ukrainiennes. Elle n'irait pas dans les pays pauvres, mais finirait en Europe, où seraient revendues. Donc le plan de secours de l'Union européenne, pour éviter que les classes les plus modestes ne meurent littéralement de faim, a disparu. Au mieux, puisque le rail est hors de question et qu'il n'y a pas de transport maritime, il reste les camions. Or, selon les estimations, les camions peuvent transporter au maximum environ 6% des céréales, de l'huile de tournesol et ainsi de suite, hors d'Ukraine. En plus, les autres secteurs touchés comprennent la production d'acier. Elle est frappée très durement. Je veux dire, frappée au sens de détruite. L'agriculture, évidemment, on ne peut pas la détruire, pour des raisons évidentes. C'est une zone immense. Mais l'acier, c'est un secteur très concentré. Et le simple fait de ne pas pouvoir faire sortir le produit du pays, cela représente 50 milliards de dollars que l'Ukraine risque de perdre. Devinez qui va devoir combler ce trou. Oui, les masses affamées de l'Union européenne vont devoir combler ces 50 milliards de dollars. Cet argent ne servira donc pas à acheter davantage de céréales, parce qu'il n'y a pas vraiment plus de céréales disponibles, à part en Russie. La Russie arrive. La deuxième récolte va être rentrée en septembre. La première est une récolte record. C'est exact. Vous savez, la Russie n'a plus de carburant. Non, c'est pas le cas. Et la récolte ne pourrit pas dans les champs. Le malheureux dans cette guerre contre les navires que l'Occident a déclenchée. Je veux dire, l'Ukraine est sa petite catin, mais cette catin ne va pas faire grand-chose sans que ses maîtres lui disent quoi faire. L'armée ukrainienne, c'est la branche exécutante de cette organisation. Ceux qui prennent les décisions, ce sont les Américains, les Britanniques, peut-être quelques autres Européens. Mais dans cette guerre contre le transport maritime, le seul aspect malheureux, c'est que l'Afrique, certaines parties de l'Afrique et l'Asie du Sud-Est vont être très durement touchées. Il va y avoir des famines à cause de l'Occident. Je veux dire, restons bien focalisés sur ceux qui sont visés.
C'est l'Occident, parce que des drones occidentaux sont utilisés pour attaquer les navires qui transportent des céréales depuis la Russie. Et la Russie, contrairement à l'Ukraine, ne nourrit pas les Européens. Elle nourrit des pays comme l'Égypte, où la situation va devenir désespérée, et bien d'autres pays, en particulier en Afrique subsaharienne. Donc ces pays et ces gens vont mourir de faim à cause des Européens. Quoi de neuf? L'Occident va encore affamer à mort beaucoup d'autres personnes. Rien de nouveau sous le soleil. C'est le même schéma qui se répète depuis 500 ans. Enfin, n'oublions pas que Churchill a laissé mourir de faim 6 millions d'Indiens. Et je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes supplémentaires ont souffert parce qu'il a tout simplement pris tout le riz de l'Est de l'Inde en 1943 pour nourrir les Britanniques. Et j'imagine qu'ils ont brûlé le reste pour que les gens ne puissent pas le manger. Mais il a volé toutes les cultures vivrières de l'Est de l'Inde. Enfin, ce n'est rien de nouveau dans ce que les empires européens d'exploitation font depuis des générations. Et maintenant, encore une fois, il va y avoir une famine de masse grâce aux Européens. Rien de nouveau. Voilà vos valeurs humanitaires du jardin. Heureusement, soit dit en passant, l'Iran ne va pas mourir de faim, parce que la mer Caspienne va garantir que suffisamment de céréales arrivent de Russie pour maintenir l'Iran debout et dans le combat. On a demandé à Poutine quel était l'objectif des attaques ukrainiennes. Il a répondu, de manière générale, l'objectif des attaques ukrainiennes est de provoquer l'effondrement de la Russie, ce dont il rêve depuis longtemps et dont il parle sans cesse. Est-ce que c'est un rêve ukrainien? Ou bien estimez-vous que les soutiens de l'Ukraine rêvent eux aussi de cela? Écoutez, l'Ukraine est un instrument. Ce n'est pas une entité indépendante. C'est un instrument qu'on peut utiliser jusqu'au dernier Ukrainien, puis jeter ce qu'il en reste. Voilà donc le rêve de l'Occident. Et ça l'a toujours été. La première invasion pan-européenne de la Russie, ce n'était pas Hitler, ni Napoléon, ni même Charles de Suède. La première invasion pan-européenne de la Russie, c'était en 1012 après Jésus-Christ. Le prince Boleslav Chrobry, prince de Cracovie, et ses alliés du Saint-Empire romain. C'était en 1012 après Jésus-Christ. Cela fait 1000 ans d'invasion européenne ininterrompue, au moins une toutes les 2 ou 3 générations. J'imagine qu'ils se comportent comme des lemmings. Il y a tout simplement trop d'Européens, et ils ont besoin d'aller se jeter quelque part du haut d'une falaise pour mourir. Et puis, ils décident que cette falaise, c'est la Russie. Je veux dire, nous nous battons depuis toujours. Même quand nous les avons vaincus à la bataille du champ de Kulikovo, Dmitri Donskoy, dont les restes, soit dit en passant, viennent tout juste d'être retrouvés parce que c'est un saint. Ces restes ont été retrouvés. Ils étaient portés disparus depuis des années. Enfin, je crois au moins depuis que l'Union soviétique a pris le pouvoir, donc depuis 1920. Cela fait 100 ans. Et ils ont été retrouvés entièrement préservés. Ça a fait la une de l'actualité. Quand Dmitri Donskoy combattait Mamaï et les Mongols sous les ordres de Mamaï, venus de la partie occidentale de ce qu'il restait de la Horde d'Or. Il y avait aussi, du côté des Mongols, des mercenaires européens, des arbalétriers et d'autres, ainsi que des piquiers. Donc, où qu'on se tourne, il y a toujours des Européens qui essayent d'attaquer la Russie. C'est la tradition. En gros, il n'y a pas une seule nation ou un seul peuple européen qui était assez paresseux pour ne pas se bouger et tenter de nous envahir, au moins une fois dans son histoire, en tant que groupe. Les Danois, je crois, sont les seuls. Mais ils ont envie d'en découdre avec la Russie, parce qu'ils ne font pas encore partie du club de ceux qui se sont fait corriger pour une raison ou une autre. J'imagine qu'ils veulent faire comme tout le monde.
Donc oui, il y a cette question. Enfin, soyons honnêtes. Encore une fois, l'Ukraine ne décide de rien. Elle prend de petites décisions entre-temps. Les grandes décisions sont toutes prises par l'Occident. C'est l'OTAN, et l'OTAN, c'est l'Amérique. Ce sont les élites d'Epstein et leurs fantasmes malsains sur la façon dont elles vont nous détruire. Enfin, elles ne veulent pas seulement changer le gouvernement, évidemment. Elles veulent détruire la Russie, la découper en petits morceaux, 10, 20, 40, selon le délire de celui qui imagine ça, puis les vider de leur substance, les pousser à se battre les uns contre les autres et les utiliser contre la Chine. Faire la même chose avec la Chine, balkaniser la Chine, balkaniser l'Inde, puis se repaître des restes de l'humanité. C'est le seul véritable projet de, je cite, progrès que l'Occident ait aujourd'hui. C'est une entité parasitaire. L'Occident est un parasite pour le reste de l'humanité. Et on a vu que même la production a pratiquement quitté l'Occident. Ils ont besoin des ressources des autres. Parce qu'en dehors des États-Unis, la plus grande partie de l'Occident, à l'exception peut-être de l'Australie et du Canada, mais en dehors de ces trois pays, le reste de l'Occident est pauvre en ressources et il est désormais sous-éduqué. Je veux dire, aux États-Unis, le taux d'illettrisme atteint pratiquement 50%, 53% d'illettrisme total, selon les statistiques de l'an dernier chez les citoyens adultes, et 32% d'illettrisme partiel. Vous savez, si vous lisez au niveau d'un élève de CM2 alors que vous êtes adulte, vous êtes pratiquement illettré. Et ils doivent siphonner la fuite des cerveaux des autres pays. Ils ont besoin des ressources de ces pays. Ils ont besoin de leur or. Et d'ailleurs, vous savez, Trump, les 12 milliards de dollars issus de la vente de pétrole vénézuélien qui étaient censés revenir au Venezuela ont eux aussi disparu. Et personne ne sait où ils sont. 12 milliards de dollars, de la petite monnaie. Vous savez, les caisses noires offshore de Trump et les 4 milliards de dollars en or que les Britanniques détenaient, enfin, qu'ils avaient gelés, ont maintenant été transférés aux États-Unis, au détriment du Venezuela. C'est Donnie le pirate, vous savez, Donnie le roi pirate des Caraïbes. Voilà, c'est ça, l'Occident moderne. Je pense que c'est ça, le problème. Je pense que c'est très très différent de ce dont Donald Trump parlait avant d'être élu. À l'époque, il était question de production, de ramener les emplois aux États-Unis. Mais l'initiative sur le Venezuela relève d'une certaine manière d'une stratégie un peu délirante de sa part, parce qu'il pensait que ce serait aussi facile, grand et formidable que le Venezuela l'a été jusqu'ici. Comme vous l'avez mentionné, les États-Unis ont vendu quelque chose comme 13 milliards de dollars de pétrole vénézuélien et ils leur ont donné 448 millions de dollars. Rien ne revient au Venezuela. Mais le problème, c'est que ça ne ramènera ni les emplois, ni la production aux États-Unis. Cela peut peut-être les aider à dominer le marché de l'énergie d'une certaine façon. Et beaucoup de gens diraient que tout le projet de Donald Trump lui-même, qui était différent de celui d'Israël, consistait à venir en Asie occidentale, à contrôler le Golfe Persique, à contrôler le marché pétrolier du Golfe Persique, parce qu'ils avaient une position dominante sur les pays du CCG. S'il arrive quelque chose à l'Iran, alors tout passera sous la coupe des États-Unis. C'était le plan. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas marché. Et la question est la suivante. Comment voyez-vous Donald Trump gérer ces deux guerres? La guerre en Ukraine, comme vous l'avez mentionné, où en est-elle aujourd'hui? On dirait qu'ils veulent continuer la guerre. Et en Asie occidentale, c'est pareil. Ils reviennent à la guerre économique. Économiquement, vous savez, ce sera une guerre d'usure. Une forme de guerre d'usure, parce que tout tourne autour de l'économie. Et personne ne sait comment cela va se passer pour les États-Unis. Combien de fois ont-ils essayé cela? Ils y ont simplement perdu.
Je vais vous dire une chose. Donald Trump a tiré une balle dans le pied des industriels américains bien avant de tenter quoi que ce soit au Venezuela. Ça s'appelle les droits de douane. Suivez-moi dans cette petite histoire, cette petite aventure. Donc, Donald Trump impose quoi? 20%, 30%, 500%, vous savez, ça varie d'un jour à l'autre, de droits de douane à tous ses fournisseurs. Eh bien, le problème, c'est que les industriels américains, d'abord, il y a suffisamment d'imbéciles qui se disent « Ah oui, on va faire payer ces méchants industriels avec ces droits de douane supplémentaires. » Oui, ils ne vont pas être assez cons pour ça. C'est vous qui allez payer les droits de douane supplémentaires. Les droits de douane sont toujours répercutés sur le consommateur final. C'est vrai, quelqu'un au milieu peut en absorber une petite partie. Mais si une entreprise, au passage, paye davantage de droits de douane et ne les répercute pas dans le prix payé par le consommateur, devinez ce qui se passe. Cela signifie que leur marge bénéficiaire baisse. Ils payent simplement moins d'impôts à la fin de l'année. Donc, dans tous les cas, il n'y a pas de repas gratuit. Vous savez, il y a un proverbe russe, le seul fromage gratuit est dans la souricière. Oh, combien d'Américains ont mis la tête dans cette souricière en croyant Donald Trump et l'autre abruti qu'il a nommé Bessin, qui, à part faire s'effondrer les monnaies d'autres pays pour M. Soros. D'ailleurs, c'est ça que j'adore chez les MAGA. Oh, Soros est maléfique. Mais son bras droit, ça nous va, parce qu'il travaille maintenant pour l'oncle Donnie. Donc tout va bien, parce qu'ils sont tous ennemis. Vraiment, ils le sont. Oh oui, oui, oh oui. Ce sont de vrais ennemis. Ils se détestent, tout comme les Bush et les Clinton se détestent. Ils se détestent tellement qu'ils se marient entre eux depuis les années 1500. Enfin, ça a été prouvé. Vous pouvez aller vérifier par vous-même. Plusieurs études généalogiques ont été menées pour le démontrer. C'étaient des notables locaux dans 2 villes à l'extérieur de Londres depuis les années 1500. Donc oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, suivons ce petit cheminement. Le problème, c'est que les États-Unis importent. Ils importent énormément. En fait, aujourd'hui, ils importent pratiquement tout. Donc même si vous êtes un fabricant américain, il y a de fortes chances qu'au moins une partie de vos sous-ensembles ou de vos matériaux viennent de l'étranger, probablement de Chine pour une très grande part, mais aussi d'autres pays comme la Corée du Sud. Donc vous importez, n'est-ce pas? Et ensuite, vous les assemblez. Donc au moins en partie, certaines de vos pièces se voient appliquer les droits de douane américains, quels qu'ils soient. Cela dit, si vous êtes implanté aux États-Unis, vous pouvez quand même être mieux loti que quelqu'un qui fabrique entièrement ses produits hors des États-Unis et les importe ensuite aux États-Unis. Vous pouvez avoir un léger avantage, peut-être, selon la part de vos matériaux qui est soumise à des droits de douane, et dans quelle mesure. Et puis il y a le reste de vos coûts de fabrication, la main-d'œuvre, les quantités insensées de bureaucratie américaine, au niveau fédéral, des États et des municipalités. Au niveau des États et des municipalités, Trump ne peut rien y faire, parce que cela relève des États et des municipalités. Et c'est ça, le problème pour redresser l'industrie manufacturière aux États-Unis. Ces lois environnementales d'État complètement folles. Tout le monde veut un emploi, mais personne ne veut l'usine dans son jardin. Voilà le problème. C'est comme des petits-enfants. On veut être riche et avoir des emplois, mais pas là où je peux les voir. Ça ne marche pas comme ça, mesdames et messieurs. C'est simplement la réalité de la vie. Il faut toujours faire des concessions quelque part. Bon, ça c'est le marché intérieur américain. Maintenant, regardons ce qui se passe quand des entreprises américaines essayent de concurrencer à peu près n'importe quel autre pays sur le marché de n'importe quel autre pays. Donc, je suis une entreprise chinoise, ou même bon sang, une entreprise malaisienne, et je vends à, je ne sais pas.
On dirait qu'on a perdu Stas. Vous m'entendez, Stas? Oui. Disons que je suis une entreprise malaisienne et que je vends à, je ne sais pas, l'Italie. Si je vends aux États-Unis, tout ce que je leur vends est soumis à des droits de douane. Si je vends à l'Italie, ce n'est pas le cas. Donc, quel que soit mon coût, disons $100 là-bas, je le vends $100. Et si je le vends aux États-Unis, il coûte $150, avec 50% de droits de douane, disons. Eh bien, le fabricant américain peut quand même devenir moins cher que moi à cause de ça. Ça dit, le problème, c'est que si le fabricant américain doit utiliser mes pièces ou les pièces de n'importe qui d'autre, ça, c'est important pour vous. Oui, on t'a perdu. Ton image est figée, Stas, tu m'entends? Vous êtes de retour. Vous pouvez vérifier votre VPN? Le VPN est désactivé. Donc, toute entreprise américaine qui exporte désormais, où que ce soit dans le monde, voit les sous-ensembles ou les matériaux qu'elle importe frappés de droits de douane. Ses coûts de fabrication viennent donc d'augmenter. Et elle était peut-être tout juste compétitive auparavant. Elle ne l'est plus aujourd'hui. Et si d'autres pays imposent eux aussi des droits de douane supplémentaires, des droits de rétorsion contre l'Amérique, elle est encore moins compétitive. Les entreprises américaines qui fabriquent aux États-Unis deviennent donc non compétitives. Oui, nous avons le même problème ici. Oui. Désolé, je pestais contre Internet à voix basse. Donc oui, les droits de douane. Enfin, les droits de douane et la manière dont ils ont été appliqués. Et puis au passage, ils créent aussi cette instabilité, parce qu'ils sont mis en place, retirés, modifiés au gré des envies. Il n'y a aucun plan. Est-ce que j'investis dans une nouvelle usine de production en Amérique? Eh bien, est-ce que les droits de douane seront encore là dans 2 mois? Seront-ils encore là demain? Vous savez, Donald Trump est totalement imprévisible. Ça peut être. J'ai mangé votre fromage blanc, venant de votre pays. Je l'aime beaucoup. Retirez les droits de douane. Vous voyez? Est-ce que j'ai envie de construire une usine de fromage blanc dans votre pays alors que les droits de douane pourraient disparaître demain? Les entreprises n'aiment pas l'ambiguïté et ça bloque tout investissement futur. Trump a donc tout fait pour, premièrement, empêcher les gens d'investir en Amérique et, deuxièmement, empêcher les entreprises américaines d'être compétitives hors des États-Unis. Je veux dire, avec sa propre approche délirante de l'économie, qui est en gros aussi puérile que possible, il fait des dégâts énormes. C'est cet éléphant ivre, défoncé à la cocaïne, dans un magasin de porcelaine, ou dans une pièce remplie de vaisselle de porcelaine, appelez ça comme vous voulez, de cristal. Voilà, c'est ça. Cela dit, passons aux 2 guerres. Écoutez, Trump n'a pas renoncé au projet Ukraine. Mais si vous prenez du recul et regardez le projet Ukraine puis le projet Iran, ils se ressemblent beaucoup. Ils suivent simplement des cycles légèrement différents. Oh, on va faire en sorte qu'ils payent. Oh, ils veulent négocier. Oh, on est presque parvenu à un accord. Oh, ils m'ont poignardé dans le dos. Oh, c'est toujours le même cycle. Et pour l'Ukraine, c'est le même cycle. Oh, on veut aussi qu'ils soient amis. Oh, on va être le type neutre. Oh, on donne tout à l'Ukraine. Oh, on va mener des frappes en profondeur pour les punir. Oh, on va redevenir la partie neutre. C'est, vous savez, un concept cyclique des 2 côtés. Il y a 2 cycles qui tournent en rond. Cela dit, ça devient plus ou moins prévisible. D'accord. On est quel jour? C'est comme le cycle lunaire. C'est la pleine lune? Non, c'est la nouvelle lune. D'accord. Combien de temps avant que le prochain Trump n'extermine nos nations? Je ne pense pas que, sur le plan des négociations, au niveau international, qui que ce soit,
il prête encore attention parce qu'il est, pardonnez mon français, plein de merde. Je veux dire, je pense que c'est la conclusion à laquelle tout le monde est arrivé. Ce type est fou. De toute évidence, la démence s'installe suffisamment pour que sa capacité à prendre des décisions ou à dire la vérité soit encore plus dégradée qu'avant. Et à ce stade, vous savez, plus personne ne fait vraiment attention à lui. Je veux dire, il a déjà détruit l'Iran, je crois, 48 fois maintenant. Eh bien voilà, cette fois, ça fait 49. Pendant ce temps, les États-Unis ont 40 000 milliards de dollars de dette. Et ils viennent de dépenser 20 milliards en vendant leurs euros au Japon pour empêcher les Japonais de se débarrasser des bons du Trésor américain. Parce que le Japon est encore une fois dans une nouvelle crise que, soit dit en passant, l'Amérique lui a créée il y a 30 ans. Et le Japon est pratiquement en faillite. Sa dette représente environ 280%, peut-être 290% du PIB. Rien de majeur. Essayez de gérer ça, si vous êtes une famille. Mais pour empêcher les Japonais de vendre des bons du Trésor, parce que le pétrole est devenu tellement plus cher et que le budget japonais, déjà trop tendu, n'avait jamais été prévu pour ça. Ce sont les plus gros détenteurs de bons du Trésor américain. S'ils se mettent à vendre massivement, tout le monde va se précipiter vers ce marché. Enfin, je veux dire, pour liquider leurs bons du Trésor, tant qu'ils peuvent encore en tirer quelque chose. La seule façon de contrer ça, c'est d'augmenter les taux. Comme je l'ai dit, le 30 ans est à 5,7%, le 10 ans est à 4,7 ou 4,6%, quelque part par là. Donc ça atteint les 5%, cette barrière psychologique qui dit « vous êtes cuit ». Les États-Unis dépensent 1000 milliards de dollars pour payer les intérêts de leurs dettes. Pas pour rembourser leurs dettes, mais pour en payer les intérêts. Et comme il n'a pas ce billion de dollars supplémentaire, il emprunte ce billion de dollars sur lequel il doit désormais aussi payer des intérêts. C'est ce qu'on appelle tourner autour de la cuvette des toilettes. Et l'économie américaine tourne autour de la cuvette des toilettes. Enfin, les États-Unis peuvent toujours, vous savez, les pays peuvent toujours simplement faire défaut sur leurs dettes. Mais si les États-Unis font ça, alors qu'ils doivent importer des quantités massives de tout pour survivre, parce que leur base manufacturière est extrêmement affaiblie et qu'ils ont beaucoup d'autres problèmes, y compris dans la collecte et l'allocation des ressources, ils ne pourront pas s'en sortir. S'ils tuent le dollar, c'est la poule aux œufs d'or. Mais le dollar est déjà en train de mourir. Et le fait d'avoir instrumentalisé le dollar n'a fait qu'accélérer cela de plusieurs décennies, probablement, voire davantage. Alors, que vont faire les États-Unis? Eh bien, vous savez, ça va constituer un véritable trésor de minerais. Vous avez entendu ça? Non, à propos des richesses minières de Trump. Qu'est-ce que vous allez faire de tout ça? D'ailleurs, pour ceux qui ne comprennent pas, prenons l'exemple du fer. Je l'ai vu de mes propres yeux parce que j'étais consultant dans une usine d'enrichissement du minerai de fer. J'ai donc parcouru les installations et appris tout le processus. Quand vous extrayez du nickel ou n'importe lequel de ces matériaux, ce ne sont pas des éléments à l'état de trace, ce sont des filons. Mais vous n'êtes pas là avec un petit burin à les extraire, n'est-ce pas, à essayer de trouver le filon. Vous faites exploser une caméra ou une chambre, pardon, caméra c'est du russe. Vous faites exploser une chambre dans une montagne, à l'intérieur d'une montagne par exemple. Puis vous retirez tous les gravats, qui sont essentiellement de la roche. Ensuite, il faut traiter cette roche pour en extraire le fer, le nickel ou les autres matériaux qu'elle contient. Donc il faut l'acheminer vers une usine d'enrichissement des métaux. Qu'est-ce que ça veut dire? On transporte toutes ces énormes quantités de roches, surtout du granit dans ce cas, vers l'une de ces usines. Et là, on commence à réduire d'immenses blocs de roches en morceaux à peu près de cette taille.
Une fois qu'on a des cailloux minuscules, on les traite par blanchiment chimique, électrolyse ou avec des aimants pour extraire le minerai. Puis tous les résidus sont mis de côté, parce qu'à quoi peut bien servir tout ce granit concassé en trop? Enfin, j'imagine qu'on pourrait l'utiliser pour construire des routes, mais bon. Vous n'en avez pas besoin. Vous avez besoin du minerai de fer. Vous avez besoin du minerai de nickel. Et ce sont de grandes installations, d'immenses broyeurs, sous différentes formes et dans différents formats. Ensuite, vous prenez les boulettes enrichies de minerai de fer. Tout cela est chargé dans des wagons, sur des poids lourds, ou mieux encore, sur des navires. Puis c'est envoyé vers une fonderie. Cette fonderie le transforme en lingots de pureté différente, avec différents alliages, et ainsi de suite. Puis ces lingots partent vers une autre installation. Là, soit on les découpe, soit on en refond une partie pour les couler sous une forme quelconque. Ou bien on utilise des presses d'estampage, à matrice ouverte ou à matrice fermée, avant de les usiner selon les besoins. C'est une chaîne de fabrication. Les États-Unis en ont perdu une très grande partie, mais Trump va obtenir le minerai. Je ne sais pas ce qui compte bien en faire, si les étapes suivantes manquent, puis les suivantes, puis encore les suivantes. En réalité, il vaut mieux commencer par le haut et redescendre, parce qu'on peut importer ces lingots et les transformer en produits, tout en mettant en place, ou en remettant en place, l'étape suivante qui permet de produire ces lingots, et ainsi de suite. Mais en partant du bas, ça ne marche pas. Qu'est-ce que vous allez faire de ce minerai de fer quand il s'agit simplement d'énormes quantités de granit dont il faut ensuite l'extraire? J'ai travaillé dans une installation minière, sur un projet en Turquie, et c'était de l'or. Pour une tonne de roche, ils obtenaient environ 3 ou 4 onces d'or. Peut-être plus, peut-être 10, 12 onces d'or. Vous savez, ce n'est pas beaucoup pour une tonne de roche. Et cet or devait être extrait par traitement chimique. Donc encore une fois, il fallait réduire cette roche en petits morceaux, en très petits morceaux, puis la traiter avec des produits chimiques très corrosifs, notamment de l'arsenic, pour extraire cet or de la roche. Enfin, c'est comme ça que les choses fonctionnent. C'est la réalité. Alors ce n'est pas parce qu'on peut ouvrir des mines et extraire beaucoup de roches. Qu'est-ce qu'on fait de cette roche si on n'a pas l'étape suivante? Mais Donald Trump ne comprend rien à tout ça. Bessent non plus. Ces gens sont très ignorants sur le fonctionnement des économies. Ils sont extrêmement ignorants sur la manière dont fonctionne l'industrie manufacturière. Si vous demandez à n'importe lequel d'entre eux dans ce domaine, je doute qu'ils soient capables de vous dire quoi que ce soit. On passe du minerai à des chars et des navires de guerre comme par magie. Voilà. Je crois toute la conception de l'équipe économique qui entoure Donald Trump aujourd'hui. Donc vous savez, c'est absurde. Et ils vont attendre que l'Iran cède, l'Iran qui est sous sanction depuis 47 ans, tout comme ils vont briser la Russie. Vous savez depuis combien d'années la Russie est sous sanction? Non, en fait, je sais. Plus de 160 ans. Ah oui, oui. Je veux dire, nous sommes entrés dans la Première Guerre mondiale et nous avons continué à commercer avec les Allemands pendant, disons, la première année et demie de cette guerre. Mais nous sommes entrés dans la Première Guerre mondiale sous sanction des Britanniques et des Français, nos alliés. Prenez-en bien la mesure. Nous sommes sous sanction depuis, disons, 160 ans, peut-être même plus longtemps. C'est ridicule. Et est-ce qu'on s'est effondré? Non. Alors maintenant, vous voyez, j'étais à la télévision iranienne la semaine dernière, et la journaliste m'a demandé, vous savez, comment ça allait tenir, tout ça, et qu'en était-il des sanctions? J'ai répondu, pourquoi est-ce que ça nous importe? Soyons honnêtes. L'Iran, la Russie, la Chine, la Corée du Nord,
la Biélorussie. Ça fait presque 200 millions de personnes. Je veux dire, 200 millions. C'est presque 2 milliards de personnes. C'est 2 fois la population de l'Occident. Et soit dit en passant, c'est aujourd'hui l'essentiel de la production industrielle mondiale, ainsi que la plupart des ressources mondiales. Sans même parler de la Russie, qui attire le Sahel dans son orbite, en y construisant des centrales nucléaires, pour qu'ils aient non seulement de l'électricité, mais qu'ils puissent aussi remonter la chaîne de valeur et produire. Vous avez peut-être l'Inde qui entre dans le jeu. Bon sang, qui sait? Ils ont tendance à se laisser acheter facilement. Mais d'autres pays font la queue, même l'Afghanistan qui est riche en ressources. Parce que les talibans d'aujourd'hui sont sur certaines questions liées au développement du pays très différents des anciens talibans. D'autres pays sont impliqués. Ils vont nous rejoindre. Alors, vous savez, franchement, pardonnez mon français, qu'ils aillent se faire voir les Occidentaux. On peut vivre sans eux. C'était mon message en termes plus polis. C'était une dame gentille. Je voulais pas être impoli. Mais la réalité, c'est qu'ils aillent se faire voir, les Occidentaux. On peut vivre sans eux. Et si l'Amérique latine, ou le Brésil, qui a évidemment les meilleures chances vu sa taille, peut sortir de l'orbite américaine et rejoindre les autres, alors vraiment, je veux dire, très bien. Les Européens et les Américains nous sanctionnent. Vous savez, l'Occident désindustrialisé nous sanctionne. Ouh là là! Bon, peu importe. Au revoir. On restera derrière votre mur. Le Brésil. Je pense que la situation du Brésil aujourd'hui est évidente pour tous ceux qui vivent au Brésil. Ils savent que leur avenir est à l'Est parce qu'ils regardent le commerce et qu'ils n'ont pas tant d'échanges que ça avec les États-Unis. Aujourd'hui, on voit Donald Trump imposer 25% à l'économie brésilienne. Et c'est pas amical. Oui, 25% sur le Brésil. Il était censé mettre 50%. Il a dit, parce que je n'aime pas. Il a dit, Donald Trump a dit, je n'aime pas l'actuel président du Brésil. Je suis en faveur du précédent. Et je vais aider son fils, qui est en... C'est tout simplement incroyable. Comment peut-on s'ingérer dans les affaires intérieures d'un pays et essayer de faire pression sur son économie? Et il s'en prend même au système judiciaire, ici, au Brésil. Ce qui se passe avec Donald Trump est incroyable. Et puis il y a un autre point concernant Donald Trump. Il y a un extrait que je vais vous diffuser. Il y parle de la dette. Depuis le premier jour, il ne cesse de parler de dette. Or, voici ce que nous disent les statistiques. Durant son premier mandat, la dette était à 20 et aujourd'hui, elle est à 40. En 9 ans, elle a doublé. Ce qui se passe est énorme. Combien de temps les États-Unis ont-ils mis pour atteindre 1000 milliards de dollars de dette? De 1766 jusqu'à, je crois, 1980 ou 1981, quand ils ont atteint 1000 milliards. Donc 200 ans pour atteindre le premier millier de milliards. Et aujourd'hui, moins de 40 ans plus tard, nous en sommes à 40 000 milliards. Voici Donald Trump. Parce que, n'oubliez pas, nous avons 34 000 milliards de dollars de dette. Il faut la rembourser. Nous allons réduire la dette. Nous allons réduire cette dette comme jamais. Nous allons rembourser la dette. C'est 35 000 milliards de dollars de dette. Nous allons la rembourser. Et nous allons le faire vite. Rembourser la dette. En rembourser une grande partie. Et nous en avons largement les moyens. Nous allons commencer à rembourser la dette. Nous voulons de la croissance dans notre pays. C'est cela qui permettra de rembourser notre dette. Nous allons reverser beaucoup d'argent au Trésor et réduire la dette. Nous allons nous attaquer très fermement à la dette nationale, d'ailleurs. Nous allons croître pour commencer à réduire notre dette. Nous avons 35 000 milliards de dollars de dette nationale. Nous sommes tout à fait prêts à le faire. Nous allons gagner beaucoup d'argent. Nous allons réduire la dette
Nous allons gagner tellement d'argent. Nous allons rembourser la dette. Nous allons rembourser notre dette. Nous allons faire des choses que vous n'imagineriez pas. Nous allons rendre notre pays tellement compétitif. Send me that video, please. That's beautiful. Envoie-moi cette vidéo, s'il te plaît. C'est magnifique. Le problème avec MAGA, ce qu'il en reste, c'est que ce sont des adeptes d'une secte. Vous savez, Donald Trump n'est pas Donald Trump. Vous ne comprenez pas. Vous avez affaire à un être à 10 dimensions, d'une ampleur gigantesque, qui projette dans notre monde en 3 dimensions la figure de Donald Trump. Vous ne pouvez pas contester la sagesse de Donald Trump. Cet être est partout. Il joue aux échecs en 1 milliard de dimensions. Alors, vous parlez à certaines de ces personnes. Enfin, ces adeptes de la secte MAGA, les plus fanatiques. Vous n'arrivez pas à leur faire comprendre. Ils croiront tout ce qu'il dit. C'est un culte de la personnalité. They'll believe whatever he says. That's cult of personality. Je pense que, pour ceux qui essayent de négocier avec Donald Trump, c'est l'une des principales préoccupations. Ce type ne pense pas ce qu'il dit. C'est ça le problème. Quand on regarde la Russie, la Chine ou l'Iran, eux, ils pensent vraiment ce qu'ils disent. Ils savent ce qu'ils veulent. Ils savent quel est l'objectif des discussions, des négociations, quelle est la stratégie à court terme, la stratégie à long terme, et quels sont les objectifs. Mais on ne voit pas ça du côté des États-Unis. Personne n'en parle. Même eux signent des protocoles d'accord avec l'Iran, et ensuite ils disent qu'on était censé faire quelque chose concernant les réserves stratégiques des États-Unis. C'était tout le plan. Ce n'est pas comme ça qu'on dirige un pays. Il faut négocier. Il n'y a aucune négociation en cours. Et pour ces gens qui, je ne connais pas la situation en Russie, mais en Iran, qui disent « Oh, il faut négocier, il faut le faire », il ne se passe rien, soit dit en passant. C'est la réalité. C'est la triste réalité à laquelle nous faisons face aujourd'hui. I agree. Oui, je suis d'accord. Enfin, c'est pire, mon frère. Ce n'est pas seulement qu'il ne pense pas ce qu'il dit. Je ne crois pas qu'il s'en souvienne. Franchement, de tout ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il retient vraiment? Il parle juste à brûle-pourpoint. Il invente au fur et à mesure. Je ne crois pas qu'il s'en souvienne 5 minutes plus tard. C'est la première chose qui lui passe par la tête. Il n'y a aucun filtre. Je pense que le filtre est abîmé, très abîmé. C'est ce que disent beaucoup de gens autour de lui. Donc, il n'y a pas de... Vous savez combien de fois il a dit « Oh, vous savez, les Chinois et nous, on est arrivés à des négociations. Ils m'ont demandé des négociations. » Les Chinois, eux, disent « Oh, nous n'avons participé à aucune négociation. » D'accord, très bien, nous n'avons pas négocié. Mais ils veulent vraiment faire ce que je veux qu'ils fassent. Okay, fine. We haven't negotiated, but they really want to do what I want them to do. It's like, what? It's just... C'est comme... Quoi? C'est comme si on avait de plus en plus affaire à un gosse de 10 ans. Tu as cassé ça. Non, c'est pas moi. Si, c'est toi. Non, c'est pas moi. Je t'ai vu le casser. C'est lui qui l'a fait. C'est ce genre de mentalité auquel on a affaire. Sauf que là, c'est un homme de 80 ans qui dispose d'une armée suffisamment importante, encore plus ou moins opérationnelle, et qui peut semer toutes sortes de ravages sur les marchés financiers et dans l'économie réelle. Et c'est ça, le malheureux. Mais enfin, c'est comme avoir affaire à un enfant de 10 ans avec un ego énorme. Vous savez, moi, je ne parierai pas sur l'économie américaine en ce moment. Voilà mon conseil financier pour ce qu'il vaut. That's my financial advice for whatever it's worth. Stas, quelle est selon vous la position de l'Europe dans la guerre en Ukraine? Que veut-elle obtenir de l'Ukraine? Parce que jusqu'ici, au vu de ce qui s'est passé, et si l'on part du principe que Donald Trump poursuit les mêmes politiques que celles que nous avons vues jusqu'à présent, quelle est la finalité de l'Europe? Comprenez-vous quelle est la finalité de l'Europe? Que veut-elle vraiment obtenir de l'Ukraine qu'elle n'ait pas encore obtenu jusqu'ici?
Eh bien, ce qu'ils veulent pour l'Ukraine, c'est qu'elle détruise la Russie, que la Russie se désagrège en petits morceaux et qu'ils puissent se repaître des ressources et de l'économie russe pendant les 200 prochaines années. C'est ça qu'ils veulent vraiment. Comme disait mon grand-père, ce n'est jamais mauvais de vouloir quelque chose, mais ça ne veut pas dire qu'on va l'obtenir. Ma question, et je voudrais être plus précis, c'est que l'Europe aujourd'hui, si vous les mettez tous ensemble, ça ne représente pas tant que ça, à mon avis. Parce qu'il faut distinguer tous ces pays. Et à mon avis, ils le ressentent de plus en plus avec le temps. Alors comment voyez-vous cette dynamique en Europe, avec les pays qui s'affirment et envisagent leur propre politique et stratégie souveraine? Eh bien, une partie de cette guerre n'est pas seulement une guerre d'usure sur le champ de bataille, qui montre maintenant ses résultats. Une part bien plus importante, c'est une guerre d'usure menée contre les économies et la politique des Européens. Je le disais dès 2023. Quand j'ai commencé à parler de tout ça, je disais, vous savez, la cible numéro 1 des Américains, ce seront les Européens, l'Union européenne. Et l'Union européenne d'ailleurs. Sa partie non élue, ce Parlement, si tant est qu'on puisse l'appeler ainsi, ce gouvernement du Parlement européen, a utilisé toute cette crise pour s'emparer d'autant de pouvoir que possible. Je veux dire, regardez les provinces membres. On ne peut même plus les appeler des pays. Ce sont des provinces, ce ne sont pas des pays. Leurs élections sont intégrées, d'une manière ou d'une autre, et manipulées comme Bruxelles en décide. Bruxelles fait passer 90% de leurs lois. Enfin, ce sont tous des provinces. À ce stade, ce sont des provinces sans esprit et impuissantes, qui essaient encore de montrer qu'elles sont de grands garçons et de grandes filles, capables de faire ce qu'elles veulent. Mais, vous savez, quelques-unes obtiennent un certain succès. La Hongrie, elle, a eu beaucoup de succès, jusqu'à ce qu'ils commencent vraiment à s'acharner sur elle. Maintenant, la Hongrie va devenir pauvre, brisée et abrutie. Magyar va leur faire un coup dont ils n'ont pas la moindre idée. Mais ils voulaient être comme le reste de l'Europe, et ils ont obtenu l'art de mieux vivre. Alors maintenant, ils vont s'y mettre. À ce stade, la guerre d'attrition est ce qu'elle est. La Russie souhaite tenir les Européens à l'écart de cette guerre aussi longtemps que possible, d'un engagement total, et laisser leurs économies s'effondrer, afin que leur peuple aille manger leurs élites, au sens très littéral peut-être, dès cet hiver. L'Union européenne doit accélérer les choses, et peut-être entrer dans cette guerre. Mais elle a du mal à convaincre ses peuples d'aller se battre. Je ne pense pas que l'ukrainisation des rafles pour la presse militaire en Allemagne ou ailleurs soit l'avenir, qu'ils le sachent ou non. Il y a donc ces deux courants contraires. La Russie espère qu'il y aura des changements de gouvernement ou des effondrements et que cela évitera la guerre. Les Européens, eux, parient de l'autre côté, qu'on puisse au moins faire quelque chose pour se réarmer ou acheter aux Américains. Et puis, espérons-le, l'Ukraine pourra simplement tenir et combattre assez longtemps pour nous donner le temps dont nous avons besoin. Il y a donc deux paris contraires. Un seul des deux aura raison. Je pense que certains de ces gouvernements vont le constater cet automne et cet hiver, quand les prix de l'énergie vont continuer à s'envoler et qu'il n'y aura plus de diesel. Donc, même si vous avez suffisamment de produits, les acheminer jusqu'au marché deviendra très difficile si le diesel manque. Et ce n'est pas seulement une question de hausse des prix. Voilà le point. Ce n'est pas seulement une question de hausse des prix. Les prix ont augmenté quand les membres de l'Union européenne ont été assez stupides pour couper le gaz russe et acheter du gaz américain. Alors qu'au passage, beaucoup d'entreprises américaines ont à plusieurs reprises acheté du GNL russe, ajouté 40, 50 ou 100% au prix, puis l'ont revendu aux Européens comme du GNL américain. Des molécules de liberté. La liberté n'est pas gratuite.
Mais il y avait encore suffisamment de gaz sur le marché. Il y a encore suffisamment de pétrole sur le marché. C'est devenu beaucoup plus cher à cause de la personne à qui vous l'achetez. Il n'y a pas assez de diesel sur le marché. Il n'y a pas assez d'essence sur le marché non plus. Si vous en retirez 20%, vous allez le sentir passer. Et maintenant, vous êtes en concurrence avec tous les autres pour enchérir. Et devinez quoi? L'Asie du Sud-Est a plus d'argent que l'Europe. L'Asie de l'Est a plus d'argent que l'Europe. C'est un fait, tout simplement. Oui, l'Afrique va souffrir plus que tout le monde. L'Amérique latine va beaucoup souffrir, en dehors des pays les plus riches comme le Brésil. L'Argentine est foutue, parce que son économie est foutue depuis qu'elle l'a liée aux États-Unis il y a 100 ans. C'est un cas désespéré. L'Argentine était considérée comme l'Amérique du Sud. Ça n'a pas duré très longtemps. Ils ont attelé leur cheval à un très très mauvais chariot. Alors ils ont enfin d'énormes problèmes qui se profilent à l'horizon. Il n'y aura tout simplement pas assez de diesel, quel que soit le prix que vous soyez prêt à payer. Il n'y en a tout simplement pas assez. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Vous pouvez jeter tout l'or que vous voulez sur le champ vide. Il ne se mettra pas soudainement à produire des céréales pour vous. Et c'est ça le problème. C'est le problème des Européens. Alors on verra. On va voir comment cet automne va s'échauffer. Ce sera un automne très chaud, si vous voyez ce que je veux dire. Et l'hiver va sans doute être encore plus rude. C'est une chose d'avoir faim soi-même. C'en est une autre, de voir ses enfants devenir de plus en plus maigres, se plaindre d'avoir l'estomac noué parce qu'ils n'ont rien à manger, et de voir leurs lèvres bleuir à cause du froid. Les gens ont tendance à être vraiment en colère, d'une colère sanguinaire, quand ils voient leurs enfants subir ça. Eux-mêmes peuvent peut-être l'endurer sans basculer. Mais quand ils voient leurs enfants mourir de faim et de froid, ils le prennent très très personnellement. Alors vous savez, ça va être une situation intéressante pour les Européens. L'Europe n'a pas connu, enfin, la majeure partie de l'Europe, disons-le comme ça, surtout l'Europe centrale et occidentale, n'a probablement pas connu de famine depuis presque 100 ans. Mais au moins pour les classes populaires, c'est ce qui nous attend. Moi, à votre place, je ferai des réserves. Tant que les prix restent abordables, prenez les produits de base, commencez à les stocker et cachez-les pour que vos voisins ne le sachent pas et que le gouvernement ne le sache pas. Parce que s'ils le savent, on vous les prend. C'est bien ça le problème. Vous avez l'air trop bien nourri alors que tout le monde autour de vous a faim. Ils commencent à le remarquer, du genre « le vieux Birk, là il a l'air d'avoir bonne mine, alors que nous, on crève tous de faim. » Vous savez, c'est ça le problème avec le stockage. Tôt ou tard, quelqu'un le découvre. Ils ont l'air trop bien nourris. Voilà ce qu'est l'effondrement de la société. C'est tragique, il faut bien en rire. Oui, c'est le cas. Mais vous savez quoi? Les Européens se sont fait ça à eux-mêmes. Je parle des gens. Très clairement, ce sont les gens qui se sont fait ça à eux-mêmes. Vous financez et vous soutenez les gouvernements que vous avez. Vous ne les renversez pas. Vous ne les chassez pas. Vous ne mettez pas en place des gens rationnels. Vous croyez à leurs mensonges. Vous marchez vers le précipice et, juste avant de vous écraser, vous dites « Comment ose-t-il me mentir ?» Vous saviez qu'il vous mentait. Regardez le programme électrique allemand. Il n'existe pas. Il repose sur des pets et de la poussière de fée. Écoutez, vous connaissez les deux grands problèmes de l'énergie verte en Allemagne. D'ailleurs, l'énergie verte n'est jamais efficace. Elle coûte incroyablement cher. Elle rembourse rarement ses coûts d'investissement. Mais le gros problème de l'énergie verte en Allemagne, c'est le solaire et l'éolien. Voyons. En hiver, le vent ne souffle pas beaucoup en Allemagne et il n'y a pas beaucoup de soleil.
Et d'ailleurs, il faut aussi enlever la neige et la glace des panneaux solaires. Et il n'y a pas beaucoup de soleil. Donc, vous savez, si vous comptez là-dessus, vous êtes vraiment dans la merde. Tout ça va juste devenir cher. Ça ne produit tout simplement pas d'électricité. Mais la manière dont les Allemands ont géré ça, quand ils ont, dans leur grande sagesse comme toujours, fait sauter leurs centrales nucléaires, c'était d'acheter de l'électricité aux Français, produite par leurs centrales nucléaires. Sauf que les centrales nucléaires françaises sont à l'arrêt, pour une raison ou une autre. Des problèmes de maintenance, le niveau de l'eau dans les rivières. Et parce qu'ayant perdu le Sahel, les Français doivent désormais payer 5 fois plus. C'est le cycle allemand. Je pense, ils ont détruit l'Allemagne avec le nazisme. Et maintenant, ils détruisent encore l'Allemagne. Ils ont trouvé le moyen de détruire l'Allemagne, encore et encore et encore et encore. Ils ne vont rien apprendre de tout ça. Ils n'ont même pas besoin de venir nous battre. On va le faire nous-mêmes. Attendez, je pose juste ma bière. Calmons-nous. Merci. J'allais juste ajouter une chose. Les idées libérales paraissent vraiment séduisantes à beaucoup de gens, et c'est un bon moyen de faire étalage de sa vertu quand on est riche. Le problème, c'est que si vous commencez à suivre ces idées libérales, vous ne restez pas riche. Et elles ne paraissent plus si bonnes quand vous êtes réellement pauvre désormais. C'est la réalité. Oui. Merci beaucoup, Stas, d'être avec nous aujourd'hui. C'est un grand plaisir, comme toujours. Merci. Merci de m'avoir laissé bavarder. Désolé d'être en retard, c'était un peu indépendant de ma volonté. Pas de problème. Au revoir. Bye-bye.